j'aimerais bien aller faire les cheveux d'Emmanuel ou Brigitte Macron en fait, tu vois. Bah pourquoi pas ? Mais en vrai, pourquoi pas ? Ouais, Pourquoi pas faire une vidéo à l'Élysée et montrer que bah ouais, en fait, en France, on aide les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est un appel, Emmanuel Macron. Donc je lui dirais, prends ce temps-là parce que t'en auras besoin dans tous les cas, et reviens en mode déter, mais déter, tu vois, comme au début. Et je lui dirais aussi, garde la dalle. Tu vois la dalle qui t'anime au tout début, là, celle que tu te dis, mais en fait, je suis obligée, c'est maintenant, tout de suite. Si je le fais pas, en fait, qui va le faire pour moi ? Est-ce qu'on peut rêver très grand sans jamais perdre le sens de ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on reçoit Maëva Thieger, fondatrice de la marque de produits capillaires Fais ta potion. Elle est aussi la nouvelle future Bernard Arnault. Mais son ambition dévorante n'a d'égal que sa volonté farouche d'aider les femmes, les hommes, les petites filles, les petits garçons à accepter leurs cheveux et donc à s'accepter pleinement. Dans cet épisode du Renard du Tibet, elle raconte sa niaque, sa faim, sa rage de réussir ce qu'elle veut construire et pourquoi c'est vital pour elle. On parle de stratégie, d'ambition, de construction d'image, mais aussi de représentation, de valeurs et de réconciliation avec soi-même. Ce podcast s'adresse à celles et ceux qui ont la dalle, à ceux qui n'ont pas peur de viser très haut, aux entrepreneurs, aux bâtisseurs et plus largement à tous ceux qui font de leur vie un apprentissage continu. L'esprit du Renard du Tibet, c'est ça, observer, comprendre, s'adapter et avancer. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Renard du Tibet. Aujourd'hui, nous recevons une entrepreneure à succès, une des grandes figures de la scène rennaise, une spécialiste des cheveux. Et si vous aussi, vous avez comme moi des cheveux magnifiques, vous voulez les entretenir, à ce moment-là, renseignez-vous auprès de Maëva Thieger. Bienvenue. Eh bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous. Et donc Lola, avec sa chevelure merveilleuse et chatoyante, qui aujourd'hui va pouvoir poser les questions à Maëva. On t'écoute. Bonjour à tous. Ça se passe bien pour toi ? Parfait. Très bien. Alors la première question que je vais te poser, évidemment, Maëva, c'est qui es-tu, d'où viens-tu ? Parle-nous un peu de toi. Ok, très bien. Donc moi, comme tu l'as justement dit, c'est Maëva Thieger, Tiger pour les plus intimes. J'ai 29 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis également la dirigeante de l'entreprise Fais ta potion, donc une marque de produits capillaires bio et naturels qui convient à tous les types de cheveux. Donc moi, je suis rennaise, j'ai grandi à Rennes, je suis née à Rennes, et c'était important pour moi aussi de faire une entreprise qui est rennaise, locale. J'ai fait mes études dans un premier domaine, donc j'ai fait un BTS assistante de manager. J'avoue qu'il y avait manager dedans, donc j'y suis allée, mais finalement c'était plus assistante de manager quand même. Donc j'ai dérivé vers quelque chose d'un peu plus concret, qui est une licence en banque et assurance. Puis j'ai été embauchée en banque et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc Maëva, raconte-nous un peu ton parcours entrepreneurial et surtout comment tu as fait pour entreprendre avec un enfant. Fais ta potion, c'est vraiment né d'une incompréhension à la base, l'incompréhension de comment prendre soin de mes cheveux. Moi, il faut savoir qu'au début, je détestais mes cheveux. J'ai fait beaucoup de lissage, de défrisage, j'ai beaucoup utilisé les plaques également. Et il est arrivé un moment, donc notamment à ma seconde grossesse, où j'ai vraiment voulu prendre soin de mes cheveux au naturel, pour ma santé et la santé de mes enfants et donc de ma famille. Donc c'est vraiment né de ce besoin-là dans un premier temps. Je pense que c'est né aussi du fait d'un manque de représentation. Je voyais pas beaucoup de monde porter ses cheveux naturels et porter fièrement, et surtout aussi un manque de représentation pour mes enfants. Je voulais vraiment que mes enfants qui, eux, ont les cheveux texturés, puissent les accepter et les apprécier à leur juste valeur. Il faut savoir que moi, je suis une acharnée de travail. J'aime beaucoup le travail, je suis vraiment carriériste. Donc c'est pas quelque chose qui m'a vraiment fondamentalement fait peur. C'était un choix assumé. Je savais à peu près en tout cas dans quoi je m'embarquais et j'avais envie de le faire. Et je pense que l'envie a pris le dessus et c'est comme ça que je me suis lancée tout en étant avec 2 enfants, dont une en bas âge. Alors tu as utilisé le mot cheveux texturés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un cheveu texturé ? Ouais, bien sûr. Donc un cheveu texturé, en fait, c'est tout simplement un cheveu qui n'est pas lisse. C'est-à-dire qu'on va avoir le cheveu lisse de base, type caucasien, et ensuite on va avoir des cheveux qui ont du mouvement, tout simplement. Donc Alors, ça qu'est-ce peut qu'on a comme type de cheveux justement ? on a des cheveux ondulés, on a des cheveux bouclés, on a des cheveux frisés, on a des cheveux crépus, on a des cheveux multitexturés. Ça veut dire que tu peux avoir aussi une multitexture dans tes cheveux, que ce soit un peu lisse, un peu ondulé, un peu frisé. Ça peut arriver et c'est très joli aussi. Et est-ce que tu trouves que justement les produits pour les cheveux texturés étaient un peu mis de côté ? Bah, je pense que pendant un certain temps, oui. Et puis, il faut savoir que moi, à l'époque, quand j'essayais de me renseigner sur ce qui était bon pour mes cheveux,
j'avais vraiment tout et son contraire sur Internet. Donc, ça a été vraiment un travail de longue haleine pour trouver qu'est-ce qui pourrait correspondre à mes cheveux. Et en fait, c'est aussi de là que c'est né Fais ta potion, c'est que je ne comprenais rien. Il y avait trop d'étapes, trop de produits à appliquer et je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de choses à faire pour finalement avoir de belles boucles. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah écoute, quel est ton besoin ? Moi, j'avais besoin de récupérer mes boucles et j'avais besoin aussi de faire pousser mes cheveux puisque j'étais enceinte et que j'allais allaiter. Qui dit chute d'hormones une fois que tu accouches ou une fois que tu as fini d'allaiter égale chute de cheveux. Donc, j'avais ces deux besoins-là principaux. Un autre besoin que j'avais également, c'était de gagner du temps. C'est-à-dire que moi, je voulais pas avoir à faire 1000 étapes, etc. Donc, il fallait que ce soit rapide, simple et efficace. Ton parcours d'entrepreneur, c'est que tu es parti d'un besoin que les gens avaient, d'une frustration, et c'est ça qui t'a amené à développer ton produit. Donc finalement, c'est assez sain comme démarche, quoi. Tu Oui, pars d'une totalement. frustration que toi-même tu ressens, et donc que tu imagines que les autres ressentent aussi, pour développer un produit qui répond à cette demande. Exactement. Et en fait, tu vois, quand tu me dis ça, je repense vraiment à la petite fille que j'étais, qui détestait ses cheveux et qui ne savait pas comment faire pour les aimer. Et je pensais honnêtement, en grandissant, que c'était quelque chose qui était passé. Tu vois, que maintenant qu'on avait un peu plus de représentation, maintenant qu'on avait un peu plus de produits pour nous, les cheveux texturés, que c'était quelque chose de passé. Eh bien, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai rencontré énormément de petites filles qui n'acceptaient pas leurs cheveux. Je suis passée par là aussi avec mes enfants. On a discuté autour de ce sujet-là. Exactement, c'est parti de ce besoin-là et le besoin de transmettre finalement. Et comment tu as fait pour faire quelque chose de différent dans un monde qui est quand même assez saturé dans l'univers du bien-être et du cosmétique? Eh bien, écoute, pour être différenciante, je suis donc partie de ce besoin-là, d'essayer de créer quelque chose qui est simple, rapide, efficace et qui va pouvoir convenir à toute la famille. Ça veut dire que ça peut convenir du tout petit nourrisson jusqu'au plus grand, en passant par les hommes, les femmes enceintes, allaitantes, les personnes qui ont le cancer aussi. Parce que le but, c'était de créer quelque chose qui est minimaliste en termes de formule, qui est sain et qui répond vraiment à tout le monde. Je voulais que tout le monde puisse trouver son bonheur puisque finalement, moi, dans ma famille, on a tous les types de cheveux. Donc, il fallait que ça réponde à tout le monde. Alors moi, j'ai une question très pratique, et là, on veut du concret. Dis-moi. Quelles ont été les obligations légales nécessaires avant de développer un produit que les gens s'appliquent? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir tout un protocole. Bien sûr. Et explique-nous un petit peu comment, à partir de rien, on peut se retrouver à vendre un produit que les gens vont s'appliquer, notamment sur la peau, sur les cheveux, tout ça. Ouais. Explique-nous un petit peu ça, ce Donc, process. Là, je vais te raconter donc la petite histoire de Fais ta potion. Donc, Fais ta potion, clairement, ça a commencé dans ma cuisine. Ça a commencé dans ma cuisine puisque c'était pour moi-même, en fait. C'était mes propres produits que je voulais m'appliquer pour moi. Donc, je me suis formée un petit peu en autodidacte comme cela. Ensuite, justement, pour se professionnaliser, là, j'ai démarché un laboratoire. Donc, je suis partie voir ce laboratoire-là. Et en fait, c'est elle qui a, à partir de mes formules, a fait en sorte de me construire en fait un dossier d'information produit, tout simplement. Donc, en fait, elle va prendre ta formule, la faire tester dans son laboratoire, puis l'envoyer à un toxicologue. Et c'est le toxicologue qui va te dire si ton produit il irrite les cheveux, est-ce qu'il irrite la peau, est-ce qu'il faut changer un ingrédient, en combien de temps il pourrit, etc. Et en fait, une fois que le toxicologue a validé tes formules, eh bien là, tu peux le commercialiser. Et donc, rassure-nous, tu n'as pas eu besoin de shampouiner des chiens ou des lapins pour développer des produits. Pas du tout. Ils n'ont été testés que sur des êtres humains. D'accord. Et donc, je tiens à dire juste une chose, excuse-moi de t'avoir coupé, les formules n'ont pas changé. C'est-à-dire que les formules que j'ai fait au départ, donc ultra concentrées parce que je voulais que ça fonctionne, n'ont pas changé. En fait, le laboratoire a validé mes formules telles qu'elles étaient. ok. Donc en fait, c'est le laboratoire qui garantit la faisabilité du produit et la légalité du produit sur le marché. Exactement. Et Et- ensuite, tu dois déclarer, enfin, tu as tout aussi un processus administratif, bien évidemment. Mhm. Mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. Ça a été long? Je dirais que ça a été le processus d'un an en tout, Ouais. un petit peu plus d'un an même pour vraiment tout lancer, quoi. D'accord. ok. Mm. Et est-ce que tu as surmonté des obstacles durant ton parcours et surtout vis-à-vis de ta vie de famille? Alors oui, donc il faut savoir que le parcours entrepreneurial, il est quand même assez spécial. C'est pas du tout comme le salariat. L'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. C'est des hauts, des bas constamment et je dirais surtout lors de la première année. La première année, tu vas te réjouir de tout un tas de petites victoires et c'est très bien, comme tu vas te rendre triste de plein de petits échecs qui finalement font l'entreprise que tu deviens, font ta force de caractère et ta résilience. Mais c'est vrai que c'est très difficile à gérer si surtout
tu n'as pas un entourage à côté de toi qui va pouvoir te soutenir. Et par rapport à la vie de famille, c'est essayer de dissocier finalement le travail et la vie de famille. Et ça, c'est le plus compliqué parce que finalement, quand tu es entrepreneur, tu es 24 heures sur 24 dans ton entreprise, 7 jours sur 7 et tu y penses constamment. Donc, tu n'as plus de déconnexion. Mais le plus important, en tout cas pour ceux qui veulent entreprendre avec des enfants, ce serait de parler, vraiment la communication, expliquer aux enfants pourquoi on le fait, ce qu'on fait. Moi, j'ai beaucoup amené mes enfants avec moi, notamment ici, ils sont déjà venus au studio, pour voir tout simplement ce que je faisais. Ils sont venus au laboratoire, ils ont fait partie aussi de l'aventure. Ok. Malgré tout, on est quand même seul quand on monte une entreprise. Ouais. Parce que moi, c'est ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que quand on est salarié, on a des collègues, donc on est finalement entouré d'une équipe. Ouais. Et à partir du moment où on est entrepreneur, eh bien, même si on se retrouve avec des collaborateurs que l'on va payer, on est quand même seul parce qu'après, on n'a plus des collègues, on a des salariés et C'est différent. c'est quand même très différent, quoi. C'est hyper différent Il parce faut que... accepter cette idée que quand on se lance dans une entreprise, on va être seul. Ouais. Et que c'est toi le patron finalement. C'est-à-dire que ça, faut l'accepter aussi et de se dire, il y a personne au-dessus de moi qui va me demander, t'as fait ton chiffre aujourd'hui, est-ce que t'as rempli tes objectifs cette semaine? Personne va te le dire. Donc là, t'es toi et toi-même. Si t'as envie de travailler, tu travailles. Si t'as pas envie de travailler, tu travailles pas. Il y a la tentation aussi de ne pas travailler finalement des fois. Et même le surmenage ou d'autres choses. Mais en tout cas, là, t'es toi face à toi-même. C'est vraiment ça qui est particulier dans l'entrepreneuriat, je trouve. C'est vrai qu'avoir un patron, finalement, on se repose sur lui parce que finalement, c'est lui qui est responsable. Et quand on est... Et aussi les réclamations, mine de rien. Tu sais, quand tu as des réclamations, tu peux dire, attendez, j'appelle mon patron. Mais là, c'est toi le patron. Donc, c'est toi qu'on appelle quand il y a quelque chose qui se passe mal ou pas comme tu l'aurais imaginé au départ. Donc, ça aussi, c'est une pression supplémentaire. Mais voilà, quand tu te lances, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, effectivement. Et quelles ont été les compétences que tu as dû acquérir pour entreprendre? Eh bien, comme je te le disais tout à l'heure, j'étais face au début à une incompréhension. Je ne comprenais pas comment on pouvait prendre soin d'un cheveu texturé. Donc, la compétence que j'ai dû développer dans un premier temps, c'est vraiment de comprendre ce que c'est qu'un cheveu, déjà, tout simplement, et comment en prendre soin. Quelle huile sert à quoi, pourquoi, à quel moment. Donc, j'ai fait tout un travail aussi pendant que je démarchais, n'importe quoi, avant de démarcher le laboratoire, justement, de me renseigner, de comprendre, de discuter avec des professionnels pour vraiment devenir une experte du cheveu texturé également. Parce qu'on peut même le voir dans des parcours de formation des coiffeurs, par exemple. Le cheveu texturé, c'est un module qui dure 10 minutes peut-être, tu vois. Donc, il faut construire une expertise autour de ça, bien comprendre ce que tu vas faire et bien comprendre les besoins surtout de tes futurs clients, en fait, finalement, pour justement y répondre au mieux. Alors justement, j'ai des questions à ce sujet. Est-ce que tu penses qu'il faut d'abord être expert et ensuite commencer son entreprise, ou commencer son entreprise et s'expertiser, entre guillemets, au fur et à mesure? Parce que moi, j'ai la sensation qu'il est toujours préférable de commencer l'entreprise et de devenir expert au fur et à mesure, parce qu'en fait, c'est par l'action que vient l'information, c'est par justement les retours des clients et par le travail que l'on fait en pratique que l'on devient expert. Et que tant qu'on reste derrière des livres ou derrière des tutos, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et donc, moi, j'aurais tendance à penser que n'attendez pas d'être expert avant de vous lancer. Commencez à vous lancer, quitte à être au départ pas trop cher et voilà, pour pas générer trop d'attentes vis-à-vis des clients, mais de commencer quand même dans la pratique et de devenir expert au fur et à mesure par obligation. T'en penses quoi, toi? Je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu sais, quand j'ai commencé l'entreprise, je peux pas dire que j'étais une experte du cheveu texturé. J'ai beaucoup appris à travers mes clientes, justement, à travers mes amis et à travers, comme je te disais, d'autres professionnels. Quand je te dis, quand tu m'as posé la question de quelle compétence tu as dû acquérir, c'est cette compétence-là. Et en fait, tu apprends tous les jours. De toute manière, peu importe la compétence que tu vas développer, peu importe le business que tu vas développer, tu te développes tous les jours et tu apprends tout le temps, en fait. Et il faut être, je pense, tout le temps justement dans cette action de vouloir apprendre pour devenir meilleur. Et mis à part ça, est-ce que tu as d'autres compétences que tu as dû développer? Bien sûr, en fait, tu es multicasquette à partir du moment où tu veux te développer, notamment sur les réseaux sociaux. Tu deviens multicasquette, tu deviens community manager, tu deviens un expert dans la stratégie de communication, etc. Bon, je ne peux pas dire que je suis experte encore pour l'instant, sinon j'aurais déjà percé. Mais oui, tu développes des compétences notamment dans la comptabilité, dans la gestion managériale, dans la communication, etc. Donc en fait,
tu ne cesses, comme je le disais juste avant, de te développer, d'apprendre constamment. Et justement, alors pour nos fans qui nous écoutent, qui veulent du concret, qu'est-ce que tu peux transmettre là comme apprentissage? Ça peut être commercial ou communication. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux, un conseil, une Ouais. astuce, un tips que tu peux nous donner? J'ai un vrai conseil pour les entreprises en général, c'est de ne pas oublier la partie réelle. C'est-à-dire que on a tendance à vouloir beaucoup se développer sur les réseaux sociaux, justement, parce que c'est la hype du moment et c'est ce qui fait aussi de la visibilité, c'est ce qui crée ta visibilité également. Mais je trouve qu'on oublie souvent finalement la partie réelle, aller voir les gens, discuter avec les gens et transmettre quelque chose du coup dans la vie réelle. Donc, je pense qu'il faut vraiment développer les 2 parties. Il faut développer son réseau, en réel et il faut développer aussi ses réseaux sociaux, bien évidemment. Mais il ne faut pas négliger, l'un ou l'autre. D'accord. Et en parlant de la communication, sur quoi tu bases ta communication? Parce qu'on sait que c'est quand même un secteur qui, nécessite une bonne communication sur les réseaux sociaux, donc comment tu la crées? Bah, écoute, moi, je pars du principe que, je transmets ce que j'aurais aimé qu'on me transmette à un certain moment de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon but, c'est d'apprendre aux gens à prendre le temps avec leurs cheveux, à prendre le temps de s'aimer, de revenir au naturel et de leur transmettre tous les conseils que moi, j'ai pas eus. C'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui et après je tente plein de choses, tu vois? J'essaye de rester ultra connectée aussi, ça c'est important. Donc je suis quand même quelqu'un d'assez connecté pour regarder un petit peu les tendances du moment, ce qui fonctionne moins bien et vraiment de tester des choses. Et est-ce qu'on n'est pas un peu plus exigeant, lorsqu'on a les réseaux sociaux? Parce qu'on sait qu'il y a un nouveau service après-vente qui se fait sur TikTok où, les gens se plaignent directement sur TikTok et puis, ça génère un engouement, pas possible. Mmh. Est-ce qu'on est plus exigeante au vu de ça? Ben, dans tous les cas, il faut rester exigeant sur tout. Sur toutes les facettes, il faut rester exigeant. Après, oui, forcément, les gens peuvent se plaindre sur TikTok, mais j'ai envie de te dire, s'ils se plaignent et que toi, tu arrives à bien répondre, en fait, les erreurs, ça arrive. Tu peux faire des erreurs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être d'un coup surmenée parce que je m'y attendais pas et qu'il y a eu des centaines de commandes en une journée et que ben, moi, j'avais pas prévu. Ben, on va le faire, on va le traiter, on va faire de notre mieux pour que ça aille vite et répondre à la demande rapidement. Mais il y aura des couacs et ça arrive en fait et c'est pas grave. Et tant que tu sais l'expliquer, que tu sais faire en sorte de justement travailler ton service après-vente, c'est hyper important. En gros, si tu sais répondre à ton client qui est mécontent, et ben en fait, tu as tout gagné. Donc, faut pas avoir peur de ça. Alors, du coup, si je résume bien, toi, ta communication, elle est vraiment beaucoup basée sur le conseil que tu donnes. Ouais. Parce que c'est une stratégie que tu as choisie. Tu aurais pu choisir d'être comme certains, à te montrer, à te mettre très en avant et de montrer tout le temps très belle, très souriante. Tu aurais pu aussi, je sais pas moi, être quelque chose, enfin, tu aurais pu avoir une autre forme de communication, alors que toi, tu as été vraiment dans la pédagogie. Bah, en fait, pour te dire la vérité, je pense que ça vient du cœur, tout simplement. Tu sais, moi, les choses, je les fais vraiment avec le cœur. Ça veut dire que si j'ai envie de faire une chose, ça part déjà de cette intention-là, d'une bonne intention. Donc, ce que je vais te transmettre, je vais te le transmettre avec le cœur. Donc, finalement, en fait, c'est moi-même ma stratégie. Je peux pas dire que j'ai une stratégie vraiment préétablie ou la meilleure stratégie, j'en sais rien. Ce que je fais, en tout cas, ce que je veux transmettre, c'est avec le cœur, dans tous Parce les que cas. tu aurais pu avoir une stratégie plutôt du personal branding. Parce que là, tu es un peu moins dans le personal branding parce que, ok, tu te vends, mais tu vends surtout les conseils que tu donnes. Alors que c'est pas trop ton image, entre guillemets. Bah après, moi, je suis pas une personne de base qui était sur les réseaux sociaux, donc j'ai même pas en fait ce talent-là, on va dire, de pouvoir être influenceuse, par exemple, tu Voilà. vois. C'est-à-dire que aussi, ce qui est difficile, notamment, je trouve, sur les réseaux sociaux, c'est quand t'as une marque, en tout cas, c'est de faire la scission entre à quel moment, en fait, je deviens un contenu d'influenceur et à quel moment je suis un contenu de marque. D'accord. Tu vois, surtout quand tu débutes, parce que finalement, tu n'as pas tous les moyens possibles des grandes marques pour gérer ta communication. Bien sûr que le mieux, ce serait que j'ai plein d'influenceurs, plein d'influenceuses qui parlent de la marque et que j'ai même pu à faire ce travail de communiquer sur les bienfaits de mes produits, etc., etc. Donc, en fait, la scission, elle est difficile à faire, tu vois. Parce que autant j'ai envie de vous influencer en vous montrant, bah, regardez mes cheveux aujourd'hui, voilà ce que j'ai utilisé. Et en même temps, il ne faut pas que ça ternisse l'image de la marque en se disant, bah, en fait, elle est influenceuse ou c'est une marque ou je Ouais. comprends pas. Tu vois, en fait, la limite, elle est un petit peu difficile Tu veux qu'on à... reste convaincu de l'efficacité de tes produits.
Bah, bien Et de la évidemment. bonne utilisation De aussi de la tes bonne produits. utilisation, c'est surtout ça, parce que tu peux avoir un bon produit et ne pas utiliser à bon escient ce produit-là et tu auras pas l'effet escompté. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et qui me dit: «Ah mais j'utilise les produits» et pourtant on va avoir un meilleur résultat que lui, ce qu'il a dans sa salle de bain parce qu'en fait elle a mal utilisé les produits ou bien, elle a pas fait l'étape au bon moment et cetera donc voilà. Le but, c'est de transmettre encore une fois. On a tendance à croire que, quand on fait des collaborations, il faut direct viser les énormes, enfin, les top influenceurs. Sauf qu'en fait, dans la logique, il faudrait prendre les plus petits à 10 000 ou 20 000 abonnés. Parce qu'en fait, il y a plus d'identification. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis assez d'accord. Après, il faut faire attention aussi parce que tu vois, il y a différents types de collaborations et moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois, de faire du gifting. Tu envoies tes produits et en fait, tu as jamais les vidéos. Ah oui. Tu vois? Tu as jamais les vidéos. Pourtant, il y a un contrat et cetera et puis je vais pas non plus aller en justice pour des vidéos et tout, mais tu as quand même investi, tu as envoyé le produit. Ça coûte de l'argent aussi, mine de rien, le gifting, pour la marque, tu vois? Donc ça, faut faire attention et après, oui, il faut viser, bah, les influenceurs qui vont ressembler à ta communauté, tout simplement. Viser les top influenceurs, mais ils vont pas te calculer, tu vois? Puisqu'ils ne te connaissent pas. Donc pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Tu Et vois? Faut vraiment justement, chaque chose en son temps. tu penses quoi de ce milieu des influenceurs qui est quand même très décrié parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que finalement ils font pas grand-chose et puis ils gagnent des millions. Alors non. Alors ça, je suis totalement pas d'accord avec cette idée-là qu'un influenceur, il fait rien et il gagne des millions. Je dis ça parce que du coup, je suis maintenant amenée à créer du contenu, Mhm. faire des vidéos, réfléchir. Bon, à côté, effectivement, il y a toute la partie business, donc laboratoire, etc., qui prennent énormément de temps, toutes ces activités-là qui se rajoutent en plus. Mais un influenceur, pour moi, il fait pas rien parce qu'en vrai, être créatif, déjà, c'est pas donné à tout le monde. Créer du contenu, c'est pas donné à tout le monde. Ça prend du temps. Et je pense qu'ils ont une vie à côté. Il y en a certains qui travaillent à côté. Il y en a d'autres qui développent des business à côté. Enfin, c'est pas rien tout ça. C'est vrai que tu as raison parce que par exemple, hier soir, je suis tombé sur un TikTok d'une bonne sœur qui fait des vidéos. Elle est relativement jeune et je Mm. pense que vous Je voyez vois, qui je c'est. vois c'est qui, ouais. Et en fait, elle raconte que on a usurpé son identité sur Facebook pour arnaquer des gens. Donc il y a des gens Ah, qui se sont waouh. fait passer pour elle pour en fait contacter des fidèles ou des fans et puis récupérer de l'argent. Mm, Et donc elle raconte qu'elle a été portée plainte. mm. Mais dans sa vidéo, on la voit sur le vélo, on la voit rentrer dans le commissariat, on la voit face aux policiers, machin, etc. Et quand on connaît pas, on se dit, bah ouais, elle raconte sa vie, elle raconte qu'elle a été portée plainte, tout ça. Mm. Et moi qui ai des Derrière. compétences de vidéaste et qui connais le truc, quoi, Mm. je dis, mais en fait, c'est-à-dire que la fille, elle prenait le vélo avec la caméra, ensuite elle a dû poser la caméra à tel endroit pour qu'on la voit rentrer dans le commissariat, ensuite elle a dû demander l'autorisation aux De policiers filmer. de filmer, ça devait être compliqué, donc elle a dû justifier, machin. Et donc, elle a dû dire, bah, je filme juste les mains qui tapotent sur le clavier. Ensuite, elle s'est filmée en train d'attendre dans la salle d'attente. Mm. Et après, il y a le montage. Il y a la partie donc s'enregistrer en fait en voix off, parce qu'il Ouais. faut un micro particulier pour enregistrer la voix off. Ensuite, donc la colorimétrie, tout ça. Et en réalité, ce qui semble fait vite fait comme ça à l'arrache, ça a dû prendre facilement une demi-journée de travail, quoi. Ça. Et il y a toujours des nouvelles tendances, il y a toujours des nouveaux effets, etc. Donc, il faut tout le temps connaître, savoir comment faire. Tu vois, c'est quelque chose, une partie où je suis vraiment contente pour le coup. C'est d'avoir développé justement cette compétence. On parlait de compétence tout à l'heure, mais d'avoir développé cette compétence de savoir filmer, de savoir créer une histoire finalement et de la monter. C'est-à-dire Tu t'es que formée sur Internet toute seule? bah, toute seule, en fait, des petits tutos, etc. Je suis venue aussi ici, hein. Ah oui, c'est vrai. Honnêtement, tu vois, DaVinci, je connaissais pas. Là, je suis C'est vrai que hyper j'étais contente. beaucoup formé à DaVinci. Ouais. Mais je suis super Après ce contente. fameux podcast. Mais oui, non, et ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis vraiment contente. C'est qu'aujourd'hui, je sais gérer je sais gérer un logiciel de montage, que ce soit sur téléphone ou ordinateur. La seule chose que je sais pas faire, c'est la colorimétrie. Mais Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans un secteur quand même assez niche? moi, je pense que la première chose, c'est l'entourage. Vraiment, être bien entouré, c'est hyper important. Parce que
J'ai fait l'expérience des 2, d'être bien entourée et d'être moins bien entourée et je peux vous dire que c'est vraiment pas facile, d'avoir des personnes à côté de soi qui vont pas forcément comprendre ce que tu fais, pourquoi tu mets tant d'énergie dans ton projet, pourquoi tu pas là, pourquoi ça prend du temps et cetera. C'est vraiment difficile, après d'être bien dans ses baskets, en fait et de rester focus, rester motivé, alors que tu as l'impression de décevoir aussi à côté, finalement. Mais en fait, tu es en plein lancement donc voilà, le fait d'avoir un bon entourage, je trouve que c'est hyper essentiel. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je disais, moi, souvent aux jeunes, aux lycéens. Mmh. C'est que pour une jeune fille ou un jeune garçon, mais faut dire ce qui est, c'est plus encore pour une jeune fille, l'influence du premier copain, elle est gigantesque, quoi. Enfin, elle est énorme. Mmh. C'est-à-dire que quand une fille de 17, 18 ans, elle rencontre quelqu'un, si elle tombe sur un mec qui est un petit peu pas très ambitieux, qui passe Mmh. son temps devant le canapé, Ouais. elle est amoureuse de lui, mais bon, le gars, il est pas très moteur, Mmh, mmh, il est un mmh. peu feignant, etc. Et ben forcément, elle, ça va la freiner, parce que en Ouais. fait, elle n'aura pas l'exemple face à elle de quelqu'un qui est moteur, qui fait des choses de sa vie. À l'inverse, elle rencontre quelqu'un qui fait plein de choses et qui surtout la stimule, qui lui dit bah ouais, tu pourrais faire ça et faire Mmh. ça et faire ça. Et que dès qu'elle se propose de tenter un concours ou une entreprise et tout ça, il est en soutien, il est là, bah Ouais. ouais, vas-y, machin, je vais Ouais. t'aider. Mmh. Puis si tu as besoin de quelques jours peinard pour travailler, il n'y a Mmh. pas de problème, tu travailles, etc. Ça change évidemment tout. Ah bah, Ça complètement. change tout. Je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. C'est vrai que honnêtement, hein, du coup, on parlait là, en l'occurrence, des femmes et de l'influence, du copain sur la femme. Franchement, ayez quelqu'un à vos côtés qui ait la même vision que vous, la même vision de la vie. En fait, c'est Ouais. hyper important d'être sur la même longueur d'onde, de communiquer sur ses projets, de se dire, bah, en fait, ça va être difficile. Je vais prendre du temps pour ça, c'est mon projet et je vais être tout le temps dessus. Je vais faire mon maximum aussi pour te donner du temps, qu'on se donne du temps, bien évidemment. Si tu as des enfants, bah, donner du temps à tes enfants, c'est hyper important aussi. Mais il faut que la personne, elle sache dans quoi elle s'embarque. Si elle te dit, vas-y, il faut pas qu'après, ce soit un vas-y, mais. Tu vois, Ouais. mais t'es pas assez là, mais en fait, ça prend trop de temps, ça prend Et trop de place, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, quoi. Ouais, Moi, ah non, mais oui. quand je rencontre quantité de femmes qui ont été mariées avec des mecs Mm. qui étaient quelquefois toxiques même, hein, Ouais, et ben ça les a bousillées hein, dans leur carrière, dans leur progression, ouais. etc. Alors, il faut pas les déresponsabiliser, elles sont aussi responsables de ça. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose que moi je transmettrais vraiment, encore une fois, encore plus aux jeunes filles qu'aux jeunes garçons, Mm. c'est méfiez-vous vraiment de vos sentiments, entre guillemets. Et c'est peut-être un petit peu scandaleux ce qu'on dit, enfin un petit peu choc, ça peut un petit peu choquer. Mais contrôler quelque part, je suis un peu extrême, mais exprès, hein, contrôler un petit peu vos élans sentimentaux parce qu'ils peuvent vous amener à rencontrer quelqu'un qui, au final, au bout de quelques années, va vraiment vous nuire dans votre évolution professionnelle, Mm. personnelle, tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment être exigeant dans les personnes qu'on nous rencontre et se dire, OK, cette personne, je l'aime bien, il a des qualités, tout ça, mais il va me freiner. Et il faut savoir des fois aussi peut-être dire bah, stop ou dire bah, non, je ne vais pas m'engager là-dessus parce que il va me freiner. Il a Mm. des qualités, mais peut être dépressif ou autre. Il a ses propres problèmes aussi, hein, Ouais, parce que ouais, ouais. les gens ne sont pas forcément des méchants, ne sont pas Mm. forcément responsables, enfin, on va dire coupables. Mm. Mais voilà, cette personne-là, non. Et souvent, Mais c'est pas facile, hein, ce que tu souvent, ce dis. qu'on lit, hein, Mm. enfin, ce qu'on entend dans les podcasts, c'est des gens qui disent ouais, vous devez à ce moment rencontrer des personnes qui vont vous accompagner. Ouais, qui vont vous stimuler. En fait, de toute façon, le but d'une relation, de toute relation, peu importe entrepreneur, pas entrepreneur, le but, c'est de se tirer vers le haut. En fait, c'est juste ça. C'est faut pas que l'un soit un poids pour l'autre. C'est que vous avanciez ensemble et que vous vous tiriez tous les deux vers le haut. Moi, je pense que j'ai ce sentiment-là. Après, ce que tu dis, c'est pas facile parce que tout dépend de la relation. Ça se trouve, tu l'as rencontré, tu étais hyper jeune, vous avez grandi ensemble, etc. Et finalement, votre vision de la vie, elle change. L'important, c'est de communiquer. Et en fait, si tu as envie d'y aller, fonce, meuf. Fonce, fais ton truc. Si lui, il n'est pas capable de te suivre, bah tant pis, tu vois. Et tu verras après, tu verras après. Mais c'est pas une chose facile. Non. C'est le paradoxe du cœur et de la raison. Pour revenir à Fais ta potion, Mhm. comment tu trouves un équilibre pour les hauts et les bas financiers? Comment ça se passe? Faut avoir un comptable déjà. Faut avoir un comptable, quelqu'un qui va te diriger. Mais c'est sûr qu'en fait, tu feras des mois qui seront moins bons que d'autres et des mois qui seront super bons. Bah, quand tu fais des bons mois, tu mets de côté et c'est tout en fait. Et quand tu fais des moins bons mois, eh ben, tu sais qu'il y a 2 mois, bah, c'était super cool. Ton chiffre d'affaires, il avait explosé.
l'URSSAF est passé, mais tu as réussi à mettre de côté quand même. Donc voilà, non, c'est un jeu de roulement après. Nous ici, alors que pourtant on ne vend pas de marchandises, Ouais. en fait, quand un client nous donne 100, en réalité, tu enlèves, Bah, t'enlèves l'URSSAF, l'URSSAF. t'enlèves le loyer, Ouais. t'enlèves les taxes foncières, Mm. t'enlèves en fait plein de T'enlèves choses dans tous les trop de sens, choses. quoi. Hier, on a eu un retrait de 200 euros de la banque, commission, actualisation, enfin voilà, Mm. c'est que des trucs comme ça tout le Ouais. temps. Ça, c'est dur. Et Ça, ce qui c'est fait que dur. c'est très frustrant de se rendre compte que sur 100, au final, tu ne récupères que, on va dire, 10-15, Ouais, quoi. ouais, Et encore, les 10-15, ils te servent à des fois rembourser tes propres prêts, Ouais. etc. Donc, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Après, bah, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. Après, là, on pourrait partir sur un débat politique. Comment aider les entrepreneurs, comment l'État devrait aider les entrepreneurs, comment l'URSSAF pourrait nous aider aussi au niveau des charges. Mais là, on partirait dans un autre débat. Est-ce que tu n'as pas la sensation, comme moi, que l'État, quand on est entrepreneur, nous veut pas du bien? Ah ouais, j'ai cette sensation-là, mais carrément. En fait, je me dis, mais enfin, comment voulez-vous que j'évolue? J'ai des taxes partout. C'est-à-dire que moi, mon site internet me prend de l'argent à chaque vente. PayPal me prend de l'argent à chaque fois que quelqu'un utilise PayPal. Enfin voilà, les boutiques dans lesquelles je vends, bah forcément, je les vends moins cher pour qu'ils puissent faire de leur marge, etc., etc. Donc en fait, il faut faire du volume, mais en même temps, tu veux pas sacrifier la qualité. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et après, oui, la France devrait faire en sorte de trouver des moyens. Moi, par exemple, je ne sais toujours pas pourquoi je paye l'URSSAF. C'est-à-dire que je paye parce que sinon, on va m'attraper. Mais je ne sais pas pourquoi je la paye puisque je ne cotise à rien avec ça. C'est-à-dire Ah que je oui. n'ai aucun droit. Donc, Parce que la CFE à la fin de l'année, oui, on paye voilà. 850 euros en fin d'année, tu sais pas Tu sais pourquoi. pas pourquoi. C'est ça, quoi. Ouais. C'est l'argent qui est donné, mais Ouais, c'est ça. Que quand tu es dans le salariat, mine de rien, bah, tu cotises pour ta retraite, tu cotises pour le chômage, tu cotises pour tout un tas de choses. Mais quand tu es et entrepreneur, ça, bah, tu n'as rien. Et ça, c'est difficile. Ça, par ouais, contre, et je trouve ça, ça je pense difficile. que comme autre conseil qu'on peut donner à des gens qui se lancent dans l'entreprise, il faut vraiment se faire à l'idée, mais c'est vraiment pas Ouais. pas une exagération, hein, que je dis. Il faut se faire à l'idée qu'à partir du moment où tu rentres dans le salariat, tu n'es plus l'ami de l'État. Dans l'entrepreneuriat, tu veux dire. J'ai dit quoi? Excuse-moi, ouais, dans l'entrepreneuriat, tu n'es plus l'ami de l'État et Mm, tu sens que l'État ne te veut pas du bien. mm. Et vraiment, hein, Mais tu sais que je trouve ça trop quand dommage. tu es salarié, tu as en effet des aides si tu retrouves au chômage. Tu peux aussi avoir, par exemple, si tu es en conflit avec ton patron, tu vas être facilement aidé aussi, Ouais. machin, etc., au prud'homme, machin. Mais quand tu es patron, c'est fini. Tu n'es plus du tout aidé de l'État et c'est l'inverse. Ouais. L'État te ponctionne le maximum, quoi. Mais je comprends pas pourquoi. Parce qu'en plus, je trouve ça tellement dommage parce que la France, elle pourrait tellement rayonner. Tu vois, que ce soit à l'international ou même Ouais. en Europe globalement, la France pourrait vraiment rayonner. Tu vois, on a plein de talents, plein d'entreprises émergentes. Et au vu du fait qu'on ne les aide pas à progresser, vraiment, il devrait y avoir justement que l'État t'aide à progresser, Ouais. à devenir une entreprise fulgurante. Moi, j'aimerais bien les faire les cheveux. J'aimerais bien les faire les cheveux d'Emmanuel ou Brigitte Macron, en fait. Tu vois? Bah, pourquoi pas? Mais en vrai, pourquoi pas? Ouais, c'est Pourquoi vrai. pas faire une vidéo à l'Élysée et montrer que, bah ouais, en fait, en France, on aide les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est un appel, Emmanuel Macron. Si jamais. Donc voilà. Et ça, Mais tu tu vois, vois ce que je veux dire? C'est vraiment. Mais je trouve ça dommage en fait parce qu'on empêche la France de rayonner. Donc cet hiver, j'entendais qu'une ville proposait le transport gratuit. Je crois que c'est Dijon, mais je suis plus sûr, hein, où en fait le transport en commun était gratuit dans la ville. ouais. Payé par qui? Par les entreprises. Parce qu'en fait, tout le monde était content, les journalistes, Ouais. ah ouais, c'est super, le transport en commun est gratuit, Mm. machin, dans la ville, machin. Ouais. Oui, mais en fait, c'est payé par les entreprises. Mm. Et donc, c'est toujours la même chose, quoi. Finalement, ce Mais sont les entreprises qui se retrouvent à payer, quoi. Et, ouais. et en Et fait, c'est on n'a pas le dommage. choix. C'est dommage parce que tu vois, en plus de ça, un autre appel à Emmanuel Macron, mais une autre chose, tu vois, on se plaint beaucoup, oui, il y a beaucoup de chômeurs, etc., etc. Mais moi, j'ai envie de créer de l'emploi. Moi, j'ai envie d'avoir une entreprise avec 1000 salariés, 500 salariés, peu importe, tu vois. J'ai envie de créer de l'emploi. J'ai envie d'avoir des salariés, de leur faire un 13e mois, des primes de participation, etc. Bah, aidez-moi, en fait, tu vois. Mais tant que je peux embaucher, faire grandir le truc et rayonner, mais Mais justement, allons-y, tu vois. tu vas être empêché parce que tu auras tellement de choses à payer que justement, pour l'instant, Mais c'est comment il fait compliqué. Bernard Arnault, tu vois? Mais c'est à des niveaux où ils peuvent négocier.
C'est-à-dire que quand tu deviens milliardaire, et là, du coup, Ouais. tu redeviens ami de l'État, Mm. et surtout que tu es en puissance, tu es en position de négocier. En réalité, ils ont plein de négociations. C'est comme quand le Qatar achète le PSG, il y a Ouais. des négociations. Et Mm. à ce niveau-là, ils peuvent en effet réduire énormément leurs impositions Mm, pour mm, pouvoir se mm, développer. Mais malheureusement, on n'est pas tous Bernard Arnault ou, mm. Ouais, ou malheureusement. ces milliardaires, quoi. Mais on a ces aspirations, donc Emmanuel Macron, s'il te plaît, non, je rigole. Cher président, aide-nous à avoir plein de Bernard Arnault en France. Ah oui. Et est-ce que ta croissance aujourd'hui, elle répond à tes attentes ou pas? Bah écoute, plutôt. J'ai envie de te dire plutôt. Après, il y a une question aussi de se faire confiance. Le premier obstacle, c'est la limite que tu te mets à toi-même. Tu vois, pour ta progression. C'est-à-dire que moi, pendant un certain temps, j'ai eu peur de casser un certain plafond de verre en allant continuer à démarcher d'autres boutiques, d'autres salons de coiffure, juste parce que j'avais peur. Tu vois, et que je me mettais des freins. Donc, je suis assez contente. Je suis fière de ce que je produis aujourd'hui. Je suis fière des boutiques avec lesquelles je travaille, les salons avec lesquels je travaille. Ça pourrait être mieux, mais ça peut toujours être mieux. Donc, Alors, chaque chose en son temps, encore une fois. pourquoi tu ne développes pas tes propres boutiques? Peut-être que c'est une autre peur. Tu vois, peut-être que c'est la peur de me dire, bah voilà, il va falloir investir dans un local, il va falloir payer les charges dont on parlait juste avant, etc., etc. Donc, ça peut faire partie de ça. Il faut avoir les épaules. Quand tu fais un choix, il faut avoir les épaules pour le faire. On l'a dit aussi, moi, je suis maman de 2 enfants. Pour l'instant, je trouve ça plus pratique, plus logique de faire en sorte d'avoir plein de points de vente différents dans toute la France. Parce que le but, c'est de rayonner, comme on l'a dit aussi. Le but, c'est de rayonner. Donc, le fait de faire appel à des boutiques déjà existantes, qui ont des salariés qui sont compétents dans le conseil, etc., c'est beaucoup plus logique et pragmatique de le faire dans ce sens-là actuellement. Et justement, comment tu fais en sorte que ton produit soit bien vendu aux bonnes personnes? Parce que du coup, tu n'es plus maître du discours que tu donnes Ouais. avec le produit. Tu formes un peu les vendeurs? Exactement, exactement. C'est-à-dire que moi, je laisse aucune boutique ou salon de coiffure tout seul. Donc, en fait, ça fait partie justement du contrat. C'est-à-dire que moi, je viens en support au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'en fait, je vais jamais vous laisser tout seul avec les produits. Je vais venir avec vous. On va faire un récapitulatif de voilà, quels sont les produits, c'est quoi les gammes, à quoi ça sert. Je réponds à toutes les objections que pourrait avoir un client, etc. On donne du conseil, on conseille énormément. Et je vous laisse une formation écrite également que vous avez à disposition à chaque fois. Et surtout, je reste disponible. Peu importe la question, parce que tu vois, quand tu vends quelque chose de nouveau, souvent, tu vas te retrouver avec des questions nouvelles aussi de la part des clients auxquelles moi, j'aurais pas répondu forcément. Une question que tu t'es pas posée même au préalable. Eh bien, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message, vous recensez les questions de toute l'équipe. Et en fait, moi, j'y réponds tout simplement. Et je viens aussi en support parce que des fois, il y a des turnovers, donc l'équipe, elle change, etc. Donc, s'il y a un besoin de formation, j'y réponds. Et qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Maëva qui, Waouh. qui vient d'avoir un enfant et qui veut créer sa boîte? Je lui dirais de pas négliger la partie vie réelle. Ça, c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça, ne te focalise pas que sur les réseaux sociaux. Ça, je lui dirais ça. Ne te focalise pas que sur les réseaux sociaux. Je lui dirais, fais confiance à un membre en particulier de ta famille, elle se reconnaîtra. Je lui dirais aussi, fonce, démarche, 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 démarche. En fait, fais-le, fais-le, fais-le. En fait, arrête d'écouter tes peurs. Je dirais, tu as le droit d'avoir peur. Arrête d'écouter toutes tes peurs et en fait, vas-y. Tu vois, je dirais, vas-y, en fait, t'es capable de le faire, donc fais-le. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait perdre du temps ou tu as perdu du temps et tu pourrais lui dire, bah tiens, là, pour le coup, là, je sais que tu vas perdre du temps. Donc là-dessus, tu pourrais avancer. Ce serait d'ordre personnel. Ce qui m'a fait le plus perdre du temps, c'est une situation personnelle où ça a été compliqué. Et là, je lui dirais, tu perds pas de temps, en fait. Tu prends le temps, justement, de revenir bien. Tu vois ce que je veux dire? Prends le temps de revenir bien. Ne culpabilise pas, parce que aussi, ça, c'est... Tout ce que tu fais en tant qu'entrepreneur, j'ai l'impression que tu culpabilises. C'est difficile de prendre plaisir à faire des choses de la vie normale en ne pas culpabilisant. Donc, je lui dirais, prends ce temps-là parce que tu en auras besoin, dans tous les cas, et reviens en mode déter, mais déter, tu vois, comme au début. Et je lui dirais aussi, garde la dalle. Tu vois, c'est un peu... voilà, mais je lui dirais, garde la dalle, vraiment. Tu vois, la dalle qui t'anime au tout début, là, celle que tu te dis, mais en fait, je suis obligée, c'est maintenant, tout de suite. Si je le fais pas, en fait, qui va le faire pour moi? Qui va le faire pour moi? Qui va devenir millionnaire à ma place, en fait? Ouais. Tu vois développer d'autres produits? Ah oui, carrément. On t'écoute. Ouais, ah bah non. Bah, Je peux pas tout vous dire, en fait. genre, Non. sur quel type de produit tu voudrais te développer? Bah,
il faut que je développe aussi cette partie-là d'un produit qui va prendre soin de tes cheveux, mais qui n'a pas vocation forcément soit à les faire boucler, soit à les faire pousser. Donc ça, c'est une première chose. Après, bien sûr, j'ai des envies. Est-ce que je ferais Feta Skincare, tu vois? Ah oui. Donc voilà, j'en Ah oui, sais rien en fait. d'accord. Tu verrais Feta sur d'autres Pas choses. forcément, pas forcément. En vrai, pas forcément. Là, je te le dis pour le petit Feta jeu de mots. ratatouille. Ok, merci Maëva pour tout ça. Alors, pour nos jeunes abonnés qui nous écoutent, ils se posent certainement la question. Voilà, Maëva, elle a bientôt 30 ans, elle est passée par plein de doutes, plein de difficultés. Mais qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre, moi, jeune de 18-19 ans? Qu'est-ce que concrètement tu peux lui dire comme erreur à ne pas faire? Et puis surtout des choses qu'il peut mettre en place tout de suite pour gagner du temps. Parce que forcément, on est passé par des étapes où on a perdu du temps bêtement. Mm. Et voilà, qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là qui te regarde et qui te dit, bah voilà, Maëva, qu'est-ce que tu peux me dire pour que j'aille beaucoup plus vite? Je crois que tout juste avant de se lancer, il va falloir que la personne réfléchisse beaucoup plus que ce que j'ai fait. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple tout bête, ça va être mon packaging. Mon packaging, j'ai pas vu assez loin, tu vois, dans le temps, pour me dire, bah, j'aimerais en fait transmettre ça, qu'est-ce que je veux transmettre au niveau du packaging, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment une partie. C'est un peu un exemple un peu bête, on va dire, mais voilà, en fait, l'objectif, c'est de réfléchir vraiment à une stratégie complète. Moi, si je devais recommencer une entreprise du début, je me poserais vraiment avec des gens qui sont inspirants, avec des gens avec qui je peux débattre, etc. Et je poserais mon projet à plat et j'y réfléchirais en fait de A à Z. Je pense que moi, j'avais une idée en tête. Je suis partie en me disant, je vais le faire, c'est le moment, allons-y. Mais j'ai pas réfléchi de A à Z Mais est-ce au que, produit final, tu quand vois. on a 18 ans, on peut réfléchir de Oui. A à Z au produit final? Bah, en tout cas, il faut avoir quand même une vision assez large. Moi, c'est ce que je conseille quand même, tu vois, de pas te lancer juste pour changer tout le temps, tout le temps, tout le temps de ce que tu vas proposer, par exemple, tu vois. Il faut quand même qu'il y ait une ligne directrice et que ce soit bien, ce soit joli, parce que c'est ce que demandent les gens aussi aujourd'hui. Donc, bien réfléchir à ta stratégie, comment tu vas la mener, quelles sont tes aspirations, vers où tu veux aller. En fait, le tout, c'est de se poser des bonnes questions et savoir avoir une ligne directrice et savoir où tu veux aller et comment tu vas faire pour aller jusqu'à ce point-là que tu t'es donné. Donc, par exemple, si c'est les réseaux sociaux sur lesquels tu veux performer, bah, quelle est la stratégie de ton réseau social? C'est-à-dire à quelle fréquence tu vas publier, qu'est-ce que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas dire. Tu vois, ça, c'est des choses auxquelles j'avais pas forcément réfléchi au départ. Tu vois, et c'est venu avec le temps et ma stratégie n'est pas encore complète, tu vois. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, nous, on a un document maintenant sur le Drive avec le planning en fait, de Mm. publication LinkedIn, Instagram, aussi TikTok. Ouais. Et donc, c'est marqué tous les mois, par jour, et machin, etc. Et en fait, il y a des codes couleurs lorsqu'on a publié les stories ou pas. Et en fait, c'est bien parce que à la fin du mois, je le regarde régulièrement et je vois à quel moment, eh bien, par exemple, au mois de mars, on n'a vraiment pas publié beaucoup parce que en fait, c'est visuel. On voit tout de Ouais. suite des carrés rouges Ouais. ou ceux qui sont restés vides. Et ça, c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner Ouais, un aux, planning éditorial. aux En fait, jeunes. c'est ça, c'est exactement ça, c'est de développer des outils de suivi. Voilà, Tu des vois, suivis. en fait, ça va être hyper important, c'est de se dire quelle est ma stratégie, qu'est-ce que j'ai besoin et comment je vais suivre Parce que mon tout ce qui se évolution. mesure s'améliore. Exactement, Et c'est vrai que exactement. sur Drive, vous faites un fichier Excel Ouais. et puis vous marquez, hop, là, Instagram, là, machin, etc. Et à chaque fois, vous faites tous les jours, est-ce que j'ai fait la story? Est-ce que j'ai fait l'article LinkedIn? Est-ce que j'ai fait l'article de blog sur mon site? Ouais. Et comme ça, au fur et à mesure, vous voyez vraiment, très concrètement, si vous avez fait les choses ou pas. Ouais. Parce que sinon, comme tu le dis, on est parti dans la vie de famille, les machins, les amis, C'est ça. les trucs, on monte son business. Et en fait, on se rend pas compte que du point de vue de la communication, en réalité, on n'a pas été bon. Ouais. Et Et donc, tu on croit avoir bossé, on croit avoir fait avancer notre boîte, mais en réalité, ben non, les clients, eux, ne l'ont pas vu. bah oui, et tu sais pas aussi ce qui a plus marché, moins marché. Enfin, en fait, t'oublies parce que du coup, c'est passé. Et en fait, tu peux pas améliorer ta stratégie. Donc, ouais, développer des outils. Ok, bah super Maëva, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Olivier. Bah oui, écoute, Lola, de toute façon, c'est toujours un plaisir de recevoir Maëva, qui est une habituée du studio. Et je suis très fier de voir cette jeune entrepreneur que j'ai connue, toute petite, toute bébé, qui commençait sa marque. Elle était encore avec ses petits pots. Et maintenant, te voir devenir comme ça une grande capitaine d'industrie, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup. Bah, Maëva. merci à vous surtout de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps.
J'espère que c'était pertinent et que vous avez pu apprendre des choses. Mhm. En tout cas, c'était le but, encore une fois, de transmettre. Eh bien, en tout cas, j'espère que ce podcast vous a plu. Nous, en tout cas, on a pris un vrai plaisir. Et si ça vous a plu, dites-le nous en commentaire. Et n'hésitez pas à nous dire si vous voulez une partie 2. Abonnez-vous! C'est bien!